Bonsoir à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes au MUCEM à Marseille pour la Nuit des idées consacrée à un forum des lanceurs d'alerte. Nous sommes avec Christophe André, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pilote de projet immobilier et urbaniste à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce milieu? En fait, tout au début, j'avais été sollicité par le maire pour travailler sur des réflexions autour de la révision du POS, ça s'appelait à l'époque le POS, le plan d'occupation des sols. Et très vite, je me suis rendu compte que les enjeux n'étaient pas techniques, n'étaient pas sociaux, n'étaient pas culturels, mais essentiellement financiers, et sur des règles qui étaient bien souvent illicites, avec des détournements d'argent. À partir du moment où j'ai compris que mon travail était détourné, j'ai pris position. On a essayé à ce moment-là de me corrompre. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Alors j'ai été invité de manière officieuse par quelqu'un de très connu dans le milieu de la corruption qui s'appelle Guy Mariani, qui était à l'époque très puissant sur Aix-en-Provence et qui me demandait de valoriser les terrains inondables de la famille Zampa, le célèbre bandit de la French Connection, donc, qui a eu un film récemment. Et pour faire des choses, c'était Las Vegas. Et donc là j'ai compris qu'on me demandait de faire des choses que déjà je n'avais pas le pouvoir, je n'ai pas compris pourquoi il me le demandait à moi. Peut-être parce que le maire Jean-François Picheral était un petit peu faible en termes de défense par rapport à cette agression. Et donc il m'avait mis un peu trop en avant. Néanmoins, je me suis retrouvé face à ça et j'ai été obligé de dire non. Non, déjà parce que je ne pouvais pas le faire, puis deux, parce que c'était complètement aberrant. Et là, il y a eu une grosse fâcherie, on s'est vraiment fâché. Et ça a été le début où j'ai compris que la mécanique de production immobilière et de production de ville était tenue finalement par des bandits. Vous vous y attendiez à ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'avais 25 ans, j'étais plein d'illusions et j'étais persuadé que ce que j'allais dessiner, ce que j'allais faire, allait changer la vie des gens. J'étais vraiment plein d'illusions. Et en aucun cas, je pensais que la finance pouvait, et le blanchiment de l'argent sale, pouvait à ce point impacter la construction des villes. Voilà. Et donc ça a été vraiment une douche froide à ce moment-là. Je suis allé le dénoncer auprès de l'adjoint à l'urbanisme, qui s'appelle Alexandre Medvedovski. Et à la suite de ça, je n'ai eu cesse d'avoir des représailles généralement économiques. Aujourd'hui, vous dénoncez justement ce qui se passe dans ce milieu. Ça a changé un petit peu? C'est toujours... Non, ça s'est aggravé, je trouve. Ça s'est aggravé. Alors, entre le moment, ça dont je parle, c'est 91, 93, c'est assez ancien. Mais j'ai travaillé une quinzaine d'années dans une sorte de... Comment dire on se tenait en respect. Puis après, il y a eu vraiment un abus de pouvoir considérable que j'ai fait reconnaître par le tribunal administratif. Mais à ce moment-là, j'ai tout perdu et je me suis recyclé dans l'enseignement. Et des amis de radio m'ont dit, mais ça serait bien que tu viennes faire part de ton expertise. Il y a une nécessité de vulgariser un petit peu comment peuvent se négocier certains contrats, comment se passent les choses sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où ce que je voyais moi au quotidien, je pensais que c'était perçu et compris par tous, alors qu'en fait c'est savoir l'usage anormal du droit de l'urbanisme, les détournements des règles d'urbanisme, ou les achats frauduleux, ou la corruption des fonctionnaires, tout ça je pensais que c'était flagrant. Or en fait j'étais dans un microcosme et j'étais un des seuls à le voir et à le comprendre, parce que c'est une délinquance savante qui nécessite un certain niveau de savoir pour la voir et la comprendre. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire de la radio, pour rendre les choses plus intelligibles au grand public, pour qu'ils puissent se mobiliser et qu'ils se rendent compte, qu'ils puissent lutter finalement sur une forme de fatalisme en disant finalement c'est la délinquance des puissants, on ne peut rien contre ça. Donc là l'idée c'est de leur donner les outils, de dire non, tout simplement, de dire ça non, ça on ne veut pas, on n'est pas d'accord, et qu'ils se rendent compte de l'impact au quotidien de ces décisions frauduleuses. Sur des projets particuliers du coup qui concernent la ville à chaque fois, ou ça peut être des choses assez générales qui peuvent éventuellement être sur toute la France? Oui, je cherche des choses qui sont transposables. Donc on va pouvoir retrouver à Béziers par exemple,
à Bordeaux, à Paris, à Lyon. En fait, la mécanique, c'est la même. C'est la mécanique de l'abus de pouvoir. Donc, c'est l'emprise d'une classe sur une autre. Et ces mécaniques, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté psychologique. Qu'est-ce qui fait qu'un fonctionnaire va accepter d'être complice, finalement, d'actes illicites? En fait, on se rend compte. Alors, le fonctionnaire, ça peut être simplement un cadre C qui ferme une enveloppe, mais ça peut être un cadre B qui met son tampon sur un document, ou ça peut être un préfet qui ne fait pas un contrôle de légalité. À toutes les étapes, eh bien, il y a un abandon, quelque part, Alors, c'est pas du tout une critique du fonctionnaire, parce que je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Néanmoins, l'emprise est trop forte pour pouvoir résister à la violence qui est exercée sur eux. Voilà. Et c'est une vraie violence. Et donc c'est là-dessus que je travaille, pour que l'on comprenne que c'est à nous tous de nous mobiliser. Il n'y a pas un gentil et un méchant, en vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est en s'appropriant ces problématiques que l'on va pouvoir la contrer. Mais tous, il faut qu'on s'y mette de plus en plus nombreux. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, c'est vraiment, on se rend compte qu'on a de plus en plus de gens qui s'y mobilisent, qui prennent le temps de comprendre, qui prennent le temps de lire, qui prennent le temps de regarder des podcasts, d'écouter des émissions. Et cette soif de comprendre et de se cultiver permet justement à tout un chacun de devenir un militant. Mais je pense que c'est par rapport à un niveau de ras-le-bol généralisé. Merci beaucoup, Christophe André. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel Autre Direct.